Bonjour à tous, nous voilà réunis pour le dernier dialogue littéraire avant les vacances d'été. Alors comme ça y est, le beau temps est enfin arrivé, vous allez pouvoir aller à la plage et il va falloir remplir vos sacs de plage. Du coup, Dialogue littéraire vous présente 3 livres que vous pourrez glisser dedans. Un roman historique et 2 livres carnet de notes. Et on commence tout de suite par découvrir le livre de la Brestoise Laurie Tillman, Miss France 2011. Cette dernière a été plongée à 19 ans dans une réalité étonnante et surmédiatisée dans laquelle le paraître tient un rôle primordial. Tout au long de son année exceptionnelle, Laurie Tillman a tenu un journal de bord dans lequel elle a noté les surprises, les joies, les difficultés, les événements marquants ou plus ordinaires qui ont jalonné son quotidien, et ce dans une écriture fraîche et légère. Aujourd'hui, ces notes sont publiées dans un livre, Le métier de paraître, journal d'une Miss France, octobre 2010, avril 2012, dans lequel Laurie Tillman revient également sur les statuts particuliers de Miss France, mais également sur la mode, la célébrité ou encore le goût de la compétition. Bonjour Laurie Tillman. Bonjour. Le métier de paraître sort aux éditions Dialogue, le journal que vous avez tenu pendant votre année de mandat, puis ensuite, après avoir rendu votre couronne non sans tristesse. Publier un livre à 20 ans, c'est chose rare. Que ressentez-vous aujourd'hui ? J'ai l'impression de faire tout en sens inverse. J'avais prévu de réussir ma vie, construire une maison et puis peut-être un jour écrire un livre. Et là, je me rends compte que si jeune, j'ai la possibilité d'écrire sur une expérience de vie, sur mon histoire. Et en fait, c'était une habitude que j'avais prise déjà bien avant de devenir Miss France. Depuis que je suis toute petite, je tenais un petit journal intime, puis un carnet rose qui accueillait toutes mes confidences, mes chagrins, mes joies et mes réflexions de vie aussi. Et c'est ce que j'ai continué à faire pendant une année. Alors, je m'y suis astreinte plus régulièrement et de façon plus ordonnée, je dirais, parce qu'il y avait tellement de choses que au bout d'une semaine, des fois, j'appelais mes parents et je leur disais, mais je me souvenais même plus de ce que j'avais réalisé, tellement les choses vont trop vite. Lorsque vous avez travaillé sur votre texte, quel événement avez-vous revécu avec le plus d'émotion ? Il y a eu beaucoup de moments où je parle de ma famille, de mes proches, qui étaient assez forts, notamment de mon papa, lorsque je parle de l'hélitreuillage, qui m'a fait vivre, parce que mon papa était commando et il m'a toujours parlé de ses aventures dans l'armée. C'était toujours quelque chose d'assez secret, et de vivre cet hélitreuillage avec lui, d'être baigné justement dans le quotidien que lui il a vécu pendant des années, c'était très très fort. Et il y a un passage qui lui est consacré notamment, et ça a été... j'ai beaucoup pleuré, et je pense qu'en le lisant encore, je pleurerai. Voilà, c'est des phases comme ça du livre. Il y a des hauts, des bas, mais des changements de rythme qui rendent ce livre aussi vivant. Une année de Miss France, on l'apprend à la lecture de votre livre, est intense et si différente de la vie ordinaire. Avez-vous eu peur de vous égarer, de ne plus vous reconnaître ? Oui, on se perd, on s'appartient plus. À un moment donné, on se regarde dans la glace et on se demande si voilà, c'est Laurie Tillman ou Miss France. Et on ne sait plus bien distinguer la réalité du travail qu'est Miss France réellement, parce que c'est un boulot. Miss France, c'est une année de vie, d'expérience, de voyage, de rencontres. Et les gens ne connaissent pas forcément l'envers du décor, et c'est ce que j'essaie de retranscrire au travers des pages. Laurie, c'est sans langue de bois, sans mots couverts que vous décrivez la vie d'une Miss. Ce ton direct vous est-il venu spontanément, ou avez-vous été tenté parfois d'enjoliver un peu la réalité ? Non, de toute façon, ce journal, quand je l'ai écrit, je ne pensais pas le publier, donc j'écrivais avec mes mots, mes tripes. Parfois, ça passe par des jurons qui ne sont pas forcément très élégants pour une Miss France. Mais au fil du bouquin aussi, on voit que j'évolue. C'est-à-dire qu'au départ, j'étais la jeune fille basket, jean troué. Et au fur et à mesure, je commence à monter sur mes talons. Et puis le style évolue et la langue aussi évolue. Parce que j'ai mûri pendant cette année-là et j'ai évolué au niveau de mon élocution, du choix de mes mots. On est confronté en fait à parler en public ou aux médias tous les jours, donc ça forge. Et dans ce livre-là, je pense qu'on retrouve cette évolution qui est intéressante aussi à analyser. Passer de la lumière à l'obscurité, c'était l'une de vos plus grandes craintes. Comment vivez-vous l'après Miss France ? C'est vrai que c'était une crainte que j'avais parce qu'on est tellement sous feu des projecteurs pendant un an qu'on a peur de basculer et finalement de n'être plus rien. Donc j'y ai travaillé, je m'étais créé un réseau tout au long de mon année professionnelle pour envisager la suite, et le livre est arrivé telle une cerise sur le gâteau. Vous prouvez avec panache qu'être belle n'empêche pas d'être intelligente, que tout peut arriver à qui provoque sa chance. Quel message souhaiteriez-vous adresser à vos lecteurs ? Je pense que la dernière page de mon livre résume très bien ça. Il y a ce que la vie t'a donné et ce que tu en fais. J'ai saisi ma chance
À vous de saisir la vôtre. Et on continue à présent en compagnie du journaliste et écrivain Éric Fotorino, que nous avons déjà reçu il y a 6 mois pour son roman Docrolé. Éric Fotorino a écrit une vingtaine de romans, dont de nombreux ont été primés, et en tant que journaliste, il a passé la quasi-totalité de sa carrière au journal Le Monde, où il est entré en 1986. Il y a notamment été grand reporter, puis rédacteur en chef, directeur de la publication, et enfin président de 2008 à 2010. Dans son nouveau livre « Mon tour du monde », Éric Fotorino revient sur ses 25 années passionnées et passionnantes. Ce livre est à la fois un récit sur son expérience au sein du quotidien, ses reportages, ses rencontres, mais il relate également la douloureuse transformation d'un quotidien de référence à l'ancienne en un groupe de presse moderne, dans un contexte de crise du journalisme et les dures réalités des luttes de pouvoir. Éric Fotorino, bonjour. Bonjour. Bienvenue à la librairie Dialogue. Merci beaucoup. Vous venez aujourd'hui nous présenter Mon tour du monde, un livre paru aux éditions Gallimard en mars dernier, dans lequel vous revenez sur votre carrière de journaliste au Monde, le quotidien de référence que vous avez intégré en mars 1986 en tant que reporter. Ce sont ensuivi 25 années mouvementées et passionnantes, où vous devenez successivement rédacteur en chef, chroniqueur, directeur de la publication et enfin président du directoire du groupe La Vie Le Monde. Ce parcours exceptionnel s'achève brutalement le 15 décembre 2010, jour de votre révocation. Alors tout d'abord, pourquoi ce livre? Et est-ce qu'il constitue une thérapie ou une manière de mettre un point final à cette aventure de 25 ans? D'abord, je voulais transmettre. C'était vraiment l'envie de témoigner à travers un parcours d'un journaliste, le mien en particulier, comment ce métier avait changé, quel type d'aventures ou de mésaventures on pouvait vivre dans ce contexte-là. Si vous voulez, quand j'ai été amené à prendre la direction du Monde en juin 2007 et a fortiori à présider le groupe, donc c'est-à-dire non seulement le journal Le Monde, mais aussi son site internet, mais aussi Télérama, La Vie, Courrier International, donc un ensemble de groupes de presse, l'enjeu était double. Il y avait d'abord un enjeu technologique, c'est-à-dire comment allait-on gérer comme un chef d'orchestre, d'une certaine manière, l'ensemble des supports d'une même marque, à la fois sur le papier, qui était en difficulté, c'était un peu la fin d'un modèle du papier, en tout cas très essoufflé, et puis le surgissement du numérique, mais d'un numérique qui était adossé à la culture de la gratuité. Donc c'était sur ces deux terrains-là que mon action s'est déployée. Votre livre pose la question cruciale de l'indépendance de la presse. Est-il aujourd'hui possible pour un journal d'exister tout en conservant cette indépendance? Alors c'est vrai que je pense qu'en tout cas la grande leçon moi, que j'ai tirée de mon expérience à la tête du Monde, c'est qu'un journal n'est pas indépendant quand il ne gagne pas sa vie. C'est-à-dire que quand il est dépendant ou de banques ou d'actionnaires X ou Y et qu'il n'est pas capable, par son exploitation et par sa structure de bilan, de faire ses fins de mois, l'indépendance est un mot creux. Et c'est vrai que ma position et celle du Monde auraient été meilleures si on n'avait pas été tributaire pour nos fins de mois des aides de l'État ou de la recherche d'actionnaires nouveaux. Vous commencez votre livre par une citation de Kundera « Nous traversons le présent les yeux bandés ». N'est-ce pas un constat sans appel pour le journaliste dont le rôle est justement de révéler ce présent? Oui, c'est-à-dire que cette phrase de Kundera, elle est pour moi vraiment... elle illustre bien j'allais dire, grandeur et limite de ce métier de journaliste. C'est-à-dire que très souvent, on a un peu l'impression d'être comme Fabrice à Waterloo, c'est-à-dire qu'on a vu quelque chose, mais on n'est pas sûr d'en avoir compris tous les tenants et les aboutissants. Je crois que ce métier de journaliste, c'est pour ça qu'il faut être humble quand on est journaliste, c'est qu'on essaie de happer, de capter des instants, on essaie de les expliquer, mais on n'est jamais complètement sûr de les avoir vraiment compris. Vous êtes à la fois journaliste et écrivain, deux métiers très différents, complémentaires selon certains, incompatibles selon d'autres. Est-ce qu'on peut dire que ce livre est à la croisée de ces deux genres d'écriture? Je crois qu'en tout cas, ce que j'ai voulu, c'était concilier ou réconcilier les deux forces qui sont en moi, qui sont en effet celles d'un journaliste et cette énergie du journaliste à raconter, à capter comme ça le moment présent, l'instant présent, et puis un travail littéraire, c'est-à-dire s'attarder sur des moments, s'attarder sur des personnages, essayer de, même dans le non-dit de ces personnages, de leur faire dire quelque chose, de camper leur personnalité, sans faire de psychologie de bas étage, mais simplement d'avoir cette idée que le réel, c'est à la fois ce qu'on perçoit, ce qu'on voit, mais aussi ce qu'on peut deviner d'une situation, d'un personnage, et de ce qu'il dit et de ce qu'il ne dit pas.
Et on termine cette émission avec la journaliste et critique littéraire Emmanuelle de Boisson, également auteure d'une douzaine d'ouvrages, romans et essais. En 2011, Emmanuelle de Boisson a publié un roman, Le Salon d'Émilie, premier volet d'une trilogie intitulée Le Temps des femmes. Et aujourd'hui, elle est venue nous présenter le deuxième volet, La Revanche de Blanche. Emmanuelle de Boisson, bonjour. Bienvenue à la librairie Dialogue. Vous venez aujourd'hui nous présenter La Revanche de Blanche, un roman paru aux éditions Flammarion en avril dernier, qui constitue le deuxième volet d'une trilogie intitulée Le Temps des femmes. Ce roman nous plonge au cœur du XVIIe siècle, à la suite de Blanche de la Motte, votre héroïne, une jeune comédienne bretonne d'origine, qui sera élevée par sa marraine Ninon de l'Enclos, qui sera également maîtresse de Louis XIV et à la fois amie et rivale de la Montespan. Blanche est une jeune fille déterminée mais fragile et passionnée par le théâtre. Que va-t-elle puiser dans cet art qui s'avère majeur au XVIIe siècle ? Elle puise énormément de choses. Le théâtre, à l'époque, c'était à la fois des troupes comme celle de Molière, c'était une famille. Donc elle va adorer ce monde-là et elle va passer de Molière à Racine et elle va traverser les rivalités, les trahisons, puisqu'on sait que, par exemple, Marquise du Parc, qui était une actrice de Molière, l'a trahi pour aller jouer chez Racine, que Molière a beaucoup souffert des coups pendables que lui a fait Racine, jouant la même pièce en même temps. C'est un monde de rivalité, c'est un monde extrêmement joyeux aussi, où il n'y avait pas comme aujourd'hui, un petit côté médiatique qu'on a aujourd'hui, mais il y avait quand même des stars, parce que les gens venaient voir les actrices. C'est très, 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 très chaleureux comme monde de théâtre à l'époque. Tout autour de Blanche gravitent des personnages historiques réels, parmi lesquels Molière, Racine, Louis XIV, la Montespan. Comment est-ce que vous avez abordé le travail de documentation autour de ces personnages ? Je me suis documentée, j'ai commencé par me documenter en lisant beaucoup de livres de l'époque, des biographies, donc en particulier de Molière, de Racine, mais aussi des livres plus sur l'histoire de l'époque, le théâtre, les personnages principaux de l'époque. Et j'ai surtout voulu alléger cette documentation. C'est-à-dire que quand vous lisez ce roman, c'est un petit peu comme quand vous lisez Angélique Martis des Anges ou Caroline Chéry, qui sont pour moi des références. C'est-à-dire que l'histoire est là, discrète, juste ce qu'il faut pour nourrir le roman. Je m'en sers, je m'en amuse, j'invente parfois, je mets en scène, je joue avec l'histoire. Est-ce que vous pensez que l'imaginaire romanesque puisse s'avérer plus proche de la réalité qu'une étude qui serait construite selon une démarche historique stricte ? Oui. Je pense vraiment que pour aborder l'histoire, rien de tel que le roman historique. J'ai recréé donc une histoire qui est romanesque, donc on a envie d'en savoir plus. On n'est pas dans un essai, dans une documentation souvent rébarbative, avec une écriture aussi qui peut être un petit peu lourde. Tandis que bon, là, on s'amuse. Mon style, c'est d'abord l'humour. On n'est pas l'humour, les émotions. Donc je pense que l'émotion est un vecteur très important pour appréhender l'histoire. Bon voilà, Dialogue littéraire, c'est terminé pour cette saison. Maintenant, il n'y a plus qu'à profiter de l'été et de la plage. Et puis moi, je vais bosser un petit peu pour la rentrée. Allez, kenavo!